Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour le 3e débat de la campagne des municipales. Des débats que vous pouvez suivre sur notre antenne tous les mardis et vendredis à 21h. On s'intéresse aux principales villes de l'agglomération. Et pour présenter ces débats, j'ai le plaisir d'être, comme la semaine dernière, avec Marie-Caroline Abrial. Bonjour. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la commune de Mélan, qui sort d'un mandat très mouvementé, qui a mené la maire élue en 2014 devant les tribunaux et engendré une guerre de succession. Avant de vous présenter les candidats qui ont accepté de participer à ce débat, on jette un œil sur la carte postale de Mélan. Elle est signée Charlotte Faulkner. À la frontière avec la métropole et le Grésivaudan, Mélan est une ville de plus de 18 000 habitants. Située sur les contreforts du massif de la Chartreuse au pied du mont Saint-Hénard, la commune est divisée en deux parties, le Haut-Mélan et le Bas-Mélan, bordés par l'A41. Mélan est desservie par plusieurs lignes de bus, notamment la ligne C1, et verra en 2023 l'arrivée du bus à haut niveau de service afin d'optimiser le temps de parcours entre la commune et Grenoble. Mélan est aussi connu pour héberger le parc de technologie Innovallée où 12 000 personnes travaillent dans 380 entreprises dont 46% sont des start-up. Le Haut-Mélan abrite le Clos des Capucins, un ancien couvent racheté par la ville en 1976, un lieu historique et architectural. Le Bas-Mélan accueille lui la zone commerciale de la Plaine Fleurie ou encore le parc de l'Île d'Amour, un espace naturel de 27 hectares en bordure de l'Isère. Le dernier mandat de la ville de Mélan fut assez tumultueux. Depuis 2014, 3 maires se sont succédés suite à la condamnation de la maire Marie-Christine Tardy en 2016 pour prise illégale d'intérêt. Aujourd'hui, ils sont 4 candidats à briguer le siège de maire. Jean-Philippe Blanc, le maire actuel, membre des Républicains 38. Jean-Claude Perrin, également membre des Républicains 38. Philippe Cardin d'Hiver Gauche et Joël Ours, soutenu par La République En Marche. Et ces candidats, ils sont tous avec nous aujourd'hui. Vous quatre, donc vous faites partie du conseil municipal actuel. 3 d'entre vous ont même été élus sur la même liste en 2014. Je vais vous présenter Joël Ours, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Sincèrement Mélan. À vos côtés, Jean-Claude Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour Mélan. Et puis de l'autre côté, Philippe Cardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'opposition avec la liste M Mélan. Et puis enfin, Jean-Philippe Blanc, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Mélan demain et vous êtes maire sortant. Et d'ailleurs, je vais vous laisser la parole puisqu'on va faire une petite présentation de vous quatre. Qui êtes-vous, Jean-Philippe Blanc ? Alors, moi, j'ai 61 ans, j'habite sur la commune de Mélan depuis 18 ans, mais depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours vécu dans l'agglomération grenobloise. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis diplômé aussi de l'Institut national polytechnique de Grenoble et ingénieur en microélectronique au CEA Grenoble. Alors, mes centres d'intérêt sont relativement nombreux, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Je fais de la lecture, mais surtout énormément de sport. Et c'est la montagne qui m'attire aujourd'hui, puisque je fais beaucoup de randonnées à ski, des randonnées aussi l'été, et principalement avec mon épouse, et puis avec mes petits camarades réservistes de l'armée de terre. Et vous êtes élu depuis combien de temps Alors, je suis élu depuis fin 2010 exactement, où j'ai rejoint l'équipe qui était en place à l'époque. Donc voilà. Et vous avez été adjoint à l'économie. Alors j'ai été adjoint à l'économie, aux ressources humaines et à différents postes, depuis que je suis entré sur la commune. Alors, à vos côtés, Philippe Cardin, vous menez donc la liste M Mélan. Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez en tête de liste. Non, je suis évidemment... Je m'étais présenté en 2014, où j'étais tête de liste, et nous avions perdu de 250 voix face à mes 3 compétiteurs ici présents, qui étaient sur la liste de Madame Tardy. Voilà, j'ai été élu pour ma part en 2008, pour la première fois, et en 2014, j'ai été élu à la commune et au conseil métropolitain. Donc c'est ça. Je me suis toujours présenté qu'à des élections municipales. Une petite fiche de liste une petite fiche d'identité un peu plus personnelle peut-être. Eh bien, moi, j'habite à Mélan depuis 1997 avec ma famille. J'ai 6 enfants, donc bravo. J'ai pu découvrir l'intérêt de cette ville et j'y suis assez attaché pour ses qualités. Voilà.
J'ai pu vivre dans les associations, dans les parents d'élèves. C'est comme ça qu'en 2008, je me suis retrouvé sur une liste municipale. Voilà, mais mon métier, en fait, c'est d'être directeur de recherche. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis docteur en géophysique. J'ai fondé l'Institut des sciences de la Terre, qui se trouve sur le campus. 300 personnes, 20 millions d'euros de chiffres annuels, de budget, de chiffres annuels. Donc, j'ai dirigé ce laboratoire pendant 5 ans. Donc, j'ai une certaine habitude de gestion de personnes, de gestion de projets. Et ça, c'est important. Et je vais tous les jours en vélo à mon labo. D'ailleurs, je suis venu ici en bicyclette parce que nous sommes tout près de Mélan dans ce studio. Bien sûr. Joëlle Ours, vous menez donc la liste Sincèrement Mélan. Vous, c'est une première en tête de liste? Exactement. Je suis la seule candidate à me présenter pour la première fois. Alors, j'ai 56 ans. Je suis mélanaise. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. Je suis native de Franche-Comté, d'une famille d'agriculteurs de 6 enfants. Et c'est dans ce contexte que les valeurs de travail, d'honnêteté, de simplicité qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours été animée par l'intérêt général. Lorsque je suis sortie de Normal Sup, j'avais la possibilité d'aller dans le privé et j'ai choisi de rester dans le service public. Et je suis, depuis 30 ans, professeur agrégé d'économie politique à l'université Grenoble-Alpes. Et cet engagement que j'ai auprès de mes étudiants, c'est un petit peu le même engagement que j'ai auprès des Mélanais, puisque aujourd'hui, mes enfants sont grands, mon mari me soutient totalement dans ma démarche, et donc tous les voyants sont au vert pour avoir une grande disponibilité pour les Mélanais. Alors, à vos côtés, Jean-Claude Perrin, vous menez la liste pour Mélan. Et vous, je crois que c'est aussi la première fois que vous vous présentez en tête de liste. Ah, comme tête de liste, oui, voilà. mais pas la première fois pour Mélan. Je suis élu à Mélan. Absolument. Moi, je suis arrivé à Mélan en 1977. Et ça peut expliquer que j'y sois très attaché. Depuis ce temps-là, je suis un local. Je venais de Grenoble, c'est pas très loin. Je suis mathésin d'origine. J'ai fait mes études à la Tronche, études de médecine, puisque je suis docteur en médecine et aussi docteur en sociologie. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Et pour résumer mon cursus de vie, je dirais que j'ai toujours servi. Servi puisque j'ai travaillé dans le service public hospitalier alors que j'avais le choix entre le public et le privé. J'y suis resté comme médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble. J'ai géré une unité de réanimation pendant 20 ans, ce qui m'a appris à gérer les hommes et les femmes. Et ensuite, les dernières années, comme qualiticien en santé, oui, parce que je suis retraité maintenant. Qualiticien en santé, j'ai été expert national auprès de la Haute Autorité de Santé, en charge d'accréditer les hôpitaux et les cliniques publiques et privées. J'ai servi aussi dans des associations depuis toujours, puisque j'ai été administrateur du CODAS, un comité donc, de prise en charge des gens en difficulté. J'ai présidé les équipes de secours de l'Isère, qui sont des secouristes. J'ai présidé la fondation de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui m'a permis, sur l'ensemble de la région, d'aider beaucoup d'associations qui avaient besoin, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine éducatif. Et puis j'ai servi dans mes mandats électifs, puisque effectivement je suis élu depuis 2001 à Mélan. J'ai été adjoint, puis premier adjoint et simple conseiller municipal depuis 3 ans. Je suis conseiller général du canton de Mélan dans un premier temps et maintenant conseiller départemental, vice-président du département, conseiller communautaire, président du SDIS, donc les sapeurs-pompiers de l'Isère. À côté de tout cela, mes pôles d'intérêt, c'est ma famille d'abord, qui commence à être un peu nombreuse, et c'est vraiment très intéressant. Les centres d'intérêt, c'est le patrimoine. Je suis membre associé de l'Académie Delphinale depuis pas mal de décennies. Et c'est l'histoire régionale, le régionalisme, notamment pour ce qui concerne la Matésine et le Grésivaudan. Matésine, dont je suis originaire, et Grésivaudan, puisque Mélan, c'est dans le Grésivaudan. Et puis, je suis fier d'être chevalier de la Légion d'honneur à titre civil.
Alors, si vous le voulez bien, à présent, on va regarder quels étaient les résultats des élections municipales en 2014. Alors, Marie-Christine Tardy, au premier tour, était arrivée 2 points devant la liste de Philippe Cardin. Et troisième, Michel Bernard. Au deuxième tour, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment eu un net report de voix de la droite puisque Marie-Christine Tardy l'avait emporté de 3 points seulement. À l'époque, en 2014, elle était déjà mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Alors Philippe Cardin, vous étiez déjà donc, du combat de 2014, une nouvelle fois engagé et j'ai envie de dire que vous allez incarner la liste de gauche de cette élection à Mélan. On peut le dire comme ça. En fait, dès 2014, j'étais sans étiquette. Je ne me suis pas présenté sous mon étiquette. On a, dès 2014, lancé un mouvement qui se voulait citoyen, large, et qui ne prenait pas en compte les dogmatismes politiques. Et nous ne voulions pas représenter à Mélan un parti politique. Donc, nous voulions associer des citoyens, et c'est ce que nous avons encore fait aujourd'hui. C'est pour ça que nous portons le même nom. Et nous avons construit notre programme et notre groupe à partir de démocratie participative. 7 ateliers citoyens ont eu lieu en 2019. Et c'est à partir de cela que nous avons construit ce que nous proposons aujourd'hui. Nous avons invité les Mélanais à y participer. Et c'est sur ces propositions que nous sommes appuyés pour revenir vers eux aujourd'hui et obtenir leur suffrage. Alors, vous avez quand même le soutien de partis classiques. Je parlais de la gauche parce que je crois que le PS vous soutient. Europe Écologie Les Verts, non, nous n'avons aucun soutien. Nous n'avons demandé aucun soutien. Parmi nous, il n'y a que 4 personnes encartées. Il y a, sur les 35, il y a une personne qui est encartée à En Marche. Il y a une personne encartée à Europe Écologie Les Verts, Marie-Odile Novelli. Pour En Marche, c'est Pierre Guérin. Et puis, on a une personne encartée au PS, Jean-Baptiste Caillet, effectivement. Et puis, on a une personne aussi encartée au MoDem, Christophe Bataille. Mais voilà, c'est des gens. Et dans la démarche que nous avons voulu pour notre groupe, ces gens laissent leurs étiquettes à la porte. Et on discute des projets municipaux. Nous sommes plutôt des municipalistes, si j'ose le terme. Nous nous plaçons dans la tradition qu'avait François Gillet, en 1973 avec ces groupes d'action municipale. Et c'est vraiment dans cette tradition-là que nous nous plaçons. Alors évidemment, nous avons tous des valeurs qui sont plutôt des valeurs humanistes, des valeurs écologiques et donc progressistes. Voilà, c'est ces valeurs qui nous constituent et évidemment, tous les citoyens ont des opinions politiques. Mais ce qui nous rassemble, c'est l'attachement à notre ville, l'attachement à notre métropole, l'attachement aussi à ces valeurs, mais aussi de manière très concrète, comment résoudre et proposer des solutions aux problèmes de notre ville. Alors Jean-Philippe Blanc, liste sans étiquette aussi, mais qu'on peut positionner à droite pour le coup ? Oui, tout à fait. Moi, je me positionne à droite sans soutien de parti politique. Là, c'est très clair. Personne n'est encarté dans ma liste. À part vous Alors, j'étais encarté effectivement en 2019 aux Républicains. Je n'ai pas renouvelé à la date d'aujourd'hui cette carte. Donc voilà. Alors après, moi j'ai été élu il y a un peu plus de 2 ans, après les déboires, comme vous l'avez rappelé, de Madame Tardy. Clairement, j'ai eu accès au dossier. Je peux vous dire aujourd'hui que la condamnation était justifiée. Donc maintenant, le dossier est clos, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on referme cette parenthèse qui est absolument déplorable pour une commune comme Mélan. Et voilà. Le mandat a été particulièrement difficile. Je dois vous l'avouer, puisque la majorité était divisée, comme vous avez pu le remarquer. Néanmoins, j'ai tenu la barre fermement, de façon à ce qu'on puisse redresser la commune, de façon à ce que ce mandat puisse démarrer sur de nouvelles bases. J'ai restructuré fortement les services de la commune. Aujourd'hui, cette restructuration commence à porter ses fruits, et c'est plutôt une bonne chose. On va revenir dans quelques instants sur effectivement ce mandat qui est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres communes. Jean-Claude Perrin, vous avez renouvelé votre adhésion aux Républicains ? Moi, vous savez, j'avance pas masqué. Je vais vous parler de ma liste. Contrairement à un certain nombre des concurrents, moi, je suis effectivement républicain, soutenu par les Républicains.
donc je ne cache rien. C'est ancien chez moi. Hein. J'étais gaulliste, même si ça se fait plus de lettres. Ensuite, j'ai été RPR, j'ai été UMP, j'ai présidé l'UMP de l'Isère pendant 3 ans et demi. Donc, je ne change pas d'avis ni d'étiquette comme de chemise. Par contre, ma liste, dans ma liste, il y a seulement 2 ou 3 personnes qui ont une carte DLR. Tous les autres n'ont aucune appartenance politique, simplement ils partagent nos valeurs, hein, c'est-à-dire le travail, le respect, la bienveillance, l'humanisme. Là-dessus, on se retrouve l'envie de travailler pour Mélan en réalité. Hein. Il faut être clair, on est dans des élections municipales. Personnellement, j'ai une pensée politique et de toute manière, avoir une pensée politique, ça veut dire aussi avoir des recettes qui sont quand même teintées par cette pensée politique. Donc on peut toujours essayer d'effacer son étiquette, elle va revenir au galop, donc autant l'afficher. Notre force, c'est d'être un certain nombre d'élus expérimentés, puisqu'il y a 5 adjoints sortants, dont 4 plus moi-même, et puis qui sont tous les nouveaux, hein, ce qui fait quand même 30 personnes, sont des gens de tous âges, de toutes classes socio-professionnelles, de toutes compétences, engagés ou pas dans des vies publiques, privées, et tout ça, ça fait un ensemble extraordinaire, avec un seul point commun, c'est l'envie de s'engager pour Mélan. Joël Ours, le positionnement politique de votre liste, on l'a dit, vous êtes soutenu par La République En Marche. Alors, ça peut des fois être centre-gauche, centre-droit. Vous, c'est de quel côté ? Je suis soutenue par La République En Marche. Et justement, notre objectif, c'est de sortir, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est de sortir de ces clivages gauche-droite qui, aujourd'hui, n'ont pas de sens pour répondre aux défis contemporains. Nous avons un monde qui avance vite, nous avons des défis climatiques, des défis sociologiques à relever. Et pour une commune de Mélan, avoir comme trame de résolution des questions gauche-droite, ça n'a pas de sens. Donc justement, l'idée, c'est d'avoir une liste de rupture par rapport à cette alternance gauche-droite. Et donc, en ce sens, je corresponds à une alternative. Et ma liste, je suis partie en campagne depuis 1 an et demi. Et les femmes et les hommes que j'ai la fierté d'avoir pu fédérer autour de moi sont des personnes qui sont essentiellement de la société civile. Il y a parmi ma liste des personnes qui sont de toute sensibilité. Certaines sont un peu plus de sensibilité de droite, d'autres plus à gauche, d'autres des sensibilités vertes. Et nous sommes 3 personnes qui sommes La République En Marche. Une personne est Modem et tous les autres n'ont pas d'étiquette politique. Et quand nous avons commencé notre aventure, parce que c'est une belle aventure, c'est ce que nous avons mis en commun. Nous avons certes des sensibilités différentes, mais nous avons mis en commun nos valeurs. Nos valeurs, c'est l'intégrité. Nos valeurs, c'est l'ouverture. Et notre pilier, c'est notre responsabilité sociale et environnementale. À tel point que dans notre programme, toutes nos actions passeront par ce filtre de responsabilité sociale et environnementale. Et nous avons donc une équipe motivée, une équipe que j'ai voulu totalement nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne dans mon équipe qui faisait partie du conseil municipal. Donc une équipe de la rupture et une équipe qui regarde devant avec cette envie de servir sans se servir, comme dit une personne de notre liste assez souvent. Mais en réalité, ces personnes veulent amener leur expérience de vie au service des Mélanais. Voilà. Très bien. Pour cette présentation en 2 temps de nos 4 candidats. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu en filigrane, mais difficile de démarrer un débat sur Mélan sans évoquer le mandat qui vient de s'écouler avec 3 maires qui se sont donc succédés en 6 ans après la condamnation de Marie-Christine Tardy en 2016 à 18 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. L'ancienne maire de Mélan, qui a dirigé la ville de 2001 à 2015, a été reconnue coupable d'avoir favorisé
favoriser le cabinet d'architecte de son mari dans l'attribution de marchés publics. Après son départ anticipé en 2015, c'est son 3e adjoint, Damien Guiguet, qui a pris sa place, mise en minorité par une partie de sa majorité sur le vote du budget en 2017. Il va finalement démissionner après que la commune ait été mise sous tutelle par l'État. J'espère que tout le monde suit toujours, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent qui ne sont pas forcément mélanés. C'est donc vous, Jean-Philippe Blanc, qui faisait partie des frondeurs qui avaient refusé de voter le budget, qui va terminer les 2 ans et demi de mandat dans le siège de maire. Une élection qui s'est jouée à une voix, 13 pour vous, Jean-Philippe Blanc, contre 12 pour vous, Jean-Claude Perrin, et 8 pour Philippe Cardin. Voilà, je ne sais pas si on a bien résumé cette situation, mais en 1 minute, ce n'est pas évident. Ça a duré quelques années. Ça a été, j'ai envie de dire, un feuilleton, cette succession presque d'affaires et de maires. Ça ne s'est pas fait en douceur, loin s'en faut. Philippe Cardin, vous qui étiez aux premières loges, mais pas directement concerné par cette guerre de succession qu'évoquait Marie-Caroline. Comment vous l'avez vécu? On parlait de série Netflix, je crois que vous avez employé le terme de Dallas à Mélan. Oui, c'est Dallas ou c'est des mauvaises séries en fait. Nous, les 7 élus sortants qui repartent avec moi, nous avons beaucoup souffert de cette situation. Nous n'avons pas compris que les 3 personnes ici, mais aussi les autres élus, les 22 autres élus qui constituent avec eux l'équipe Tardy, n'aient pas démissionné. Nous leur avons demandé plusieurs fois. Nous leur avons demandé dès le début, en fait, parce que pour nous, nous respectons la proposition d'Anticor qui est de suspendre toute personne, tout élu qui est mis en examen pour manque de probité. Et là, c'est bien le cas. Madame Tardy était mise en examen depuis 2013. Accepter déjà de se présenter avec elle est en désaccord avec cette proposition Anticor. Et puis même l'élire maire et rester sous ses ordres en est une autre. Ce à quoi certains d'entre vous m'ont répondu, tant qu'elle n'est pas condamnée, il y a une présomption d'innocence. Mais en 2016, Madame Tardy a été effectivement condamnée. Elle n'a pas fait appel, ce qui veut dire qu'elle a reconnu sa culpabilité. Par plusieurs fois, j'ai été demandé à tous les élus de démissionner pour que nous puissions avoir une fin de mandat qui soit légitime au sens des habitants. Les élus en place ont préféré régler leurs comptes entre eux et finalement, ça a été le chaos, ça a été le bazar. Nous avons été mis sous tutelle, comme vous l'avez rappelé, et je pense que la ville de Mélan a été immobilisée, paralysée, et tous les gens qui sont autour de cette table ont des responsabilités vis-à-vis de ces électeurs qui les ont élus en 2014. Il aurait été plus sage de revenir devant les électeurs dès que Madame Tardy était coupable et reconnue coupable par la justice française, et reconnaître, à part Monsieur Blanc à côté de moi là, qui reconnaît effectivement aujourd'hui la culpabilité de Madame Tardy, j'ai pas entendu dans les rangs du conseil municipal, malgré nos demandes successives, la reconnaissance de cette culpabilité. Jean-Claude Perrin, vous étiez premier adjoint de Marie-Christine Tardy. Ça n'aurait pas été plus simple de démissionner Écoutez, moi j'observe que M. Cardin n'a pas démissionné non plus, ni son équipe. Alors c'est bien gentil de demander aux autres de démissionner. Encore a-t-il fallu qu'il donne l'exemple pour montrer son désaccord avec l'idée de fonctionner pendant encore plusieurs années avec l'équipe qui en était ressortie. Mais on a l'habitude des pirouettes de M. Cardin dans ce conseil municipal. C'est vrai, par contre, que ce mandat a été compliqué. C'était compliqué parce que dès notre élection, il y avait cette mise en examen. Assez rapidement, donc, la condamnation est arrivée. Donc c'est difficile de travailler dans ces conditions. Par la suite, dès que le 2e maire, Damien Guiguet, a été élu, alors là, on a observé ce qu'il faut quand même appeler un freinage systématique de son action, à la fois par l'opposition, mais c'est son rôle, mais par une partie de la majorité de l'époque, parce que c'était encore une majorité menée par Jean-Philippe Blanc, putschiste, avec ses futurs putschistes, si vous voulez. Hein. Et ça aboutit effectivement au putsch de 2017, et comme ça a été dit, ça a été mis le bazar. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. De façon à ce qu'elles soient un peu moins, il ne faudrait pas oublier aussi que le groupe que je représentais a permis, avec un certain nombre d'éléments de son groupe, en donnant quelques adjoints qui manquaient cruellement à l'équipe de Jean-Philippe Blanc, d'avoir une majorité.
c'est quelque chose qui a été fait. Il faut reconnaître aussi que ça a été effectivement extrêmement compliqué, dans la mesure où, quand M. Blanc nous dit qu'il a redressé la commune et qu'il a restructuré les services de la commune, moi je crois surtout qu'il a déstructuré les services de la commune. On n'a jamais eu autant de plaintes psychosociales dans cette commune depuis des années. J'appelle pas ça déstructuré. On voit des gens qui en enlèvent dans des postes importants, même s'ils sont pas des cadres supérieurs. On a quand même vu une déstructuration de la commune sous l'ère de Jean-Philippe Blanc, qui a bloqué la plupart des dossiers qui avançaient quand même bon an mal an et qui a réalisé à la va-vite sur les mois qui viennent de s'écouler, lancer quelques projets que de toute manière, le maire qui sera élu aura à gérer, il les gérera peut-être différemment. Jean-Philippe Blanc, le terme de putschiste, je crois que vous ne l'appréciez pas, mais on vous le colle souvent. C'est totalement faux. Un putschiste, c'est quelque chose qui est fait dans l'illégalité complète. Jusqu'à preuve du contraire, le conseil municipal a été libre illégalité de pouvoir morale. Voter pour l'un ou l'autre des candidats qui s'est présenté comme maire. Donc personne n'a été forcé. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que viennent de dire M. Cardin et M. Perrin. La première chose, c'est que nous-mêmes, nous avons été choqués par la condamnation de Mme Tardy. C'était quelque chose que l'on n'envisageait pas. Elle nous avait toujours dit qu'elle n'avait absolument rien fait et que c'était uniquement une manipulation politique. Donc la justice est passée, on lui fait confiance. Donc nous, on s'est interrogé de manière très très claire. On n'a pas freiné la politique de la commune, sauf à partir du mois de mars 2017, où nous n'avons pas voté le budget, parce que là, nous avions des doutes sur le fonctionnement du maire précédent, Damien Guiguet. C'est-à-dire ? On s'est posé la question de savoir s'il fallait démissionner, ou au contraire, continuer sur la politique actuelle. Le choix des élus qui étaient avec moi était de continuer. Mais véritablement, comme l'a dit M. Cardin tout à l'heure, on s'est posé les questions. Peut-être a-t-on eu tort, l'avenir nous le dira. Néanmoins, on a choisi de continuer. Qu'est-ce que vous reprochiez à Damien Guiguet sur ses 2 ans de mandat ? En fait, quand on s'est aperçu de la condamnation, on a commencé à regarder où se trouvait le clientélisme. Le clientélisme sur la commune, il existait à peu près dans tous les services, c'est-à-dire que des gens étaient favorisés par rapport aux autres. Et c'est là où je suis intervenu par la suite pour pouvoir réorganiser les services de la commune. Moi, je gère la commune de la même manière que je gérerais une entreprise. C'est très clair. Donc, la commune n'avait pas bougé en termes de fonctionnement depuis des décennies. Or, on sait très bien qu'une entreprise qui ne s'adapte pas à son environnement est vouée un jour à mourir. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris les choses en main et nous avons changé un certain nombre de postes, d'organisations. Alors, je comprends qu'il y ait eu des personnes qui ont fait des alertes aux risques psychosociaux parce que, tout simplement, ils ont été déstabilisés par le fait qu'on les change de poste. Mais ça concerne combien de personnes ? Une dizaine sur la commune, approximativement. Il y a quand même 518 employés. Donc les autres, aujourd'hui, viennent me voir, 1 an après ces restructurations, pour me dire « Mais Monsieur Blanc, vous avez bien fait. » Parce que nous pouvons, effectivement, changer de poste. Nous pouvons être traités de la même manière que les autres fonctionnaires territoriaux. Et c'est beaucoup plus équitable que ce qui se passait par le passé. Joël Ours, vous aussi, vous avez été élu en 2014 sur la liste de Marie-Christine Tardy. Vous avez été surpris, comme dit Jean-Philippe Blanc. Je suis arrivée donc nouvellement. C'était mon premier engagement dans une équipe municipale en 2014, avec une envie de servir. Et c'est vrai qu'en 2014, je suis arrivée. C'est assez surprenant, le fonctionnement de nos conseils municipaux, surtout que tous les autres candidats qui sont là autour de la table avaient des habitudes depuis 2 mandats, 3 mandats, voire un 4e mandat. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, je considère que je suis la seule en capacité de fédérer, en capacité de sortir de ces guerres. Et dans mon programme, un élément essentiel, c'est de changer de gouvernance. Il y a au conseil municipal, vous savez, quand je suis arrivée,
le premier conseil municipal, me suis dit, ah bon, quand même, c'est quelque chose. Il y a donc des guerres, des habitudes entre la gauche, la droite, des guerres permanentes qui sont, puisque ce sont des personnes qui sont là depuis tellement longtemps, on n'en sort pas. Donc j'arrive là, je pense que je suis la seule candidate à pouvoir sortir, apaiser le conseil municipal, parce qu'on ne peut plus regarder derrière soi, dans le passé. Aujourd'hui, le monde change, il faut avancer. Les défis qui nous attendent sont énormes, donc à force de regarder derrière soi, eh bien, le monde avance, et puis, entre-temps, Mélan s'est endormi. Donc j'ai cet objectif d'apaiser, de réunir les Mélanais. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie participative est un élément fondamental pour avancer dans les projets. Et au niveau de la gouvernance, je ne partage pas non plus votre façon de gouverner, monsieur le maire, qui aujourd'hui n'est pas, qui amène à ce que les salariés soient en vraie difficulté psychologique. Donc nous avons 600 salariés. Pour pouvoir mettre en place un projet, 518, 600 feuilles de paye. Donc, pour pouvoir avancer dans nos projets, nous devons pouvoir avoir un personnel qui a une gestion des ressources humaines qui permettent de donner envie. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous étiez proche, on peut le dire plutôt, de Damien Guiguet. Oui, nous étions dans le même groupe. Donc, nous étions dans le même groupe. Le deuxième maire. Depuis 2017, ça fait 3 ans que je suis dans l'opposition. Et je suis dans le groupe démocrate centriste et indépendant pour Mélan avec M. Guiguet. Au moment du duel entre Jean-Claude Perrin et Jean-Philippe Blanc, vous avez voté de quel côté? Donc moi, j'ai voté pour Jean-Claude Perrin. C'est juste pour qu'on comprenne un petit peu dans cette succession. Pour revenir à la démission, M. Cardin a toujours voté pour tout le groupe, tout le temps. Et elle n'est jamais... Depuis 2017, je suis dans l'opposition. Je n'ai pas voté le budget, M. Cardin. Ça fait 3 ans que je suis dans l'opposition. Ça fait 3 ans déjà, 2017. Depuis 2017, je suis dans l'opposition, mais vous avez quand même un petit peu de mal à l'intégrer, puisque vous mettez toujours un package de 3 personnes. Donc, je vous le répète, je suis depuis 2017 dans l'opposition. Vous êtes d'abord dans la majorité, puisque vous avez été élu dans la majorité. Ça, c'est une chose, et c'est ce que je dis, en fait. Je dis, ça, c'est la première des choses. Je veux répondre ensuite à M. Perrin, qui n'est pas sans savoir que pour qu'un conseil municipal soit démissionné, il faut qu'un tiers des sièges soient vacants, que nous étions 7 élus sur 33, et que notre démission ne servait à rien Ça dans peut la donner mesure... un exemple, M. Cardin. Je vous ai invité, M. Perrin, à démissionner, et tout le monde ici autour de cette table... Si, j'ai invité toute personne autour de cette table de nombreuses fois à démissionner, et je me suis engagé que mon groupe et tous les suivants dans notre liste démissionnent. Si on commençait. Non, avec vous. Pas si vous commenciez, avec vous. Là là. Et c'est important de le savoir. Une minorité, par construction, elle est minoritaire. Et dans un conseil municipal, nous représentons un quart. Nous avons même appelé le préfet dans la presse, qui avait le pouvoir de dissoudre le conseil municipal. Nous l'avons appelé à le faire. Il a aussi répondu dans la presse qu'il ne le ferait pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Parce que finalement, les règlements de compte que nous avons pu observer entre Mme Ours, M. Perrin, M. Blanc, dont nous sommes témoins depuis 2014, c'est pas très grave pour eux. Nous avions un peu honte du conseil municipal et de ce qui passait, mais bon, à la limite, ça les regarde, eux, ce qu'ils ont fait et leurs responsabilités et le fait qu'ils n'aient pas... Mais nous étions inquiets pour le personnel communal, puisque à la fin, c'est quand même le personnel communal qui a souffert. Et nous sommes aussi inquiets pour les associations et pour les Mélanais. Il est temps vraiment que ça se termine. Il y a eu plusieurs dossiers qui sont sortis dernièrement et sur les associations, sur certaines associations qui ont été sanctionnés ou qui ont été mis d'un côté ou de l'autre. Et puis, les gens de la majorité, visiblement, certaines pratiques dans la majorité étaient, on va dire, douteuses, au tel point que 5 signalements ont été faits au procureur de la République par le maire. Nous avons nous-mêmes constaté des pratiques douteuses chez les conseillers majoritaires.
voilà, c'est tout un monde et tout un système. Et c'est difficile d'entendre qu'on n'a pas pu voir ça. C'était quelque chose qu'on pouvait voir. Et je pense que ce n'est pas apaiser la démocratie que de voter pour une maire mise en examen. Ça ne peut pas apaiser quoi que ce soit, puisque cette personne a un manque de probité, a utilisé de l'argent public et sa fonction de maire pour favoriser les personnes de sa famille. C'est quelque chose de connu. Monsieur Bernard, qui était l'ancien premier adjoint de Madame Tardy, me dit-il, a montré toutes les pièces qui ont permis à tous les conseillers, y compris Madame Ours, vous pouvez tourner la tête, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc si vous voulez, on pourra lui demander. Mais il a dit, y compris les gens nouveaux, il a montré toutes les pièces qui lui ont amené à déposer plainte, qui a amené la mise en examen et la condamnation de Madame Tardy. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont été manipulés, mais il y avait aussi des gens qui savaient. Alors finalement, Marie-Christine Un Tardin mot n'est quand plus même, s'il maire vous plaît. depuis 2016. Non, mais On a l'impression que son ombre plane toujours. Juste deux, trois précisions quand même, parce que depuis je ne sais pas combien de temps, depuis plusieurs dizaines de minutes, chacun reconstruit l'histoire à sa façon. C'est très facile de faire de la reconstruction historique a posteriori, mais c'est pas tout à fait ça l'histoire. D'abord, je vous rappelle, Monsieur Cardin, que quand quelqu'un est mis en examen, il n'est pas encore coupable. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. La mise en examen ne vaut pas condamnation. Il se trouve qu'en l'occurrence, ça a valu condamnation. Très bien, la justice a jugé, l'a jugé. Mais à l'époque, en 2014, ça n'était pas le cas. Donc, je ne vois pas ce qu'il y avait de moralement inacceptable à l'époque de se présenter avec Mme Tardy, qui faisait l'objet d'une mise en examen avec le fait que cela puisse prospérer ou non. La deuxième chose, c'est quand monsieur... Quand même. Oui, je voulais juste vous faire réagir peut-être ça sur le système de clientélisme que dénonçait Jean-Philippe Blanc, vous qui êtes plus ancien dans moi qui suis le plus ancien dans la maison, je n'ai pas vu de clientélisme. Je suis désolé de dire ça. Il fallait bien que Jean-Philippe Blanc trouve des excuses, un prétexte pour justifier ce qui est son coup politique, s'il n'aime pas le mot de putsch. On va appeler ça un coup politique. Parce que quand même, ce budget, le lendemain ou la semaine d'après, dans le Dauphiné libéré, excusez-moi de citer, ce qui n'est pas un concurrent. C'est un confrère. C'est un confrère, votre confrère. Il disait, mais nous avons voté contre le budget, mais il est très bon ce budget. Et d'ailleurs, il s'est même fendu en disant, et en plus, M. Perrin, qui était à l'époque adjoint aux finances, est un très bon adjoint. Merci beaucoup, M. Blanc, je vois que vous avez changé d'avis. Mais vous voyez, je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer longtemps. Quant au préfet, ça n'était pas son rôle de démissionner, de supprimer le conseil municipal, dans la mesure où le budget a finalement été voté, le maire a démissionné, le budget a été suivi. Il l'aurait fait. Il l'aurait dissous si le budget n'avait jamais été voté dans la suite. Par parenthèse, ce budget, qui devait être quand même mauvais puisque les gens ne l'ont pas voté, a été reconduit par le magistrat de la Chambre générale des comptes à l'identique, sauf les nouveaux investissements parce que c'est la loi. Et puis finalement, il devait être tellement mauvais que finalement Jean-Philippe Blanc, qui ne savait plus trop dans quoi investir quand il est arrivé, parce qu'il a quand même eu une longue période où il était complètement perdu, a continué exactement les mêmes orientations budgétaires en termes d'investissement, c'est-à-dire assez peu. Voilà ce que je voulais dire. Alors, plutôt, moi ce qui m'intéresse, voyez-vous, plutôt que de reconstruire l'histoire, chacun à sa façon, et on ne se mettra jamais d'accord, donc on ne va pas avancer très loin. C'est simplement qu'on parle programme sur programme. Programme sur programme. Ils sont en train de nous écouter. Ils doivent se dire, mais quand est-ce que nous serons au centre du débat ? C'est ce que je viens de demander. En tout cas, quand est-ce que nous serons au centre du débat ? Voilà, on regarde devant. À force de regarder derrière, je crois qu'il y en a qui vont avoir un torticolis. Regardons devant, pensons aux Mélanais. Moi, j'ai une vision pour les Mélanais. J'ai une vision. Faire de Mélan une ville écologique, une ville humaniste et une ville innovante. Alors, oui. On va regarder vers l'avenir à présent, en commençant par un dossier qui intéresse beaucoup de communes et Mélan a fortiori, c'est celui de l'urbanisme. Philippe Cardin, qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine ? Est-ce que pour vous, ces dernières années, on a trop construit à Mélan ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Eh bien, comme pour ce sujet, comme pour tous les sujets, n'en déplaise à Madame Ours, il faut regarder où nous sommes, ce que nous avons fait, puisque ce que nous devons proposer doit se situer dans notre histoire. Et c'est donc important d'avoir des éléments d'histoire et d'essayer de comprendre les décisions qui ont été prises et leurs implications.
Notre ville avait pratiquement 20 000 habitants en l'an 2000. Aujourd'hui, on a moins de 17 500 habitants. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une baisse démographique de notre ville. À cela, on a voulu pour préserver, et donc l'intention était bonne, je la trouve bonne, pour préserver la qualité de nos services et la qualité de vie à Mélan, le cadre de vie, il nous fallait avoir un peu plus de population. C'est comme ça, puisque nos équipements étaient construits pour une ville qui doit s'équilibrer, 20 000 habitants par là. Donc, ce qu'a fait M. Perrin, quand il était adjoint à l'urbanisme, c'est de libéraliser l'urbanisme. En libéralisant l'urbanisme, il a permis à la ville de construire. Et donc, d'une certaine manière, de vouloir compenser cette chute démographique en invitant dans des nouveaux appartements, des nouvelles maisons. Aujourd'hui, ceci s'est fait et nous en avons des exemples sous les yeux. Et d'une certaine manière, ceci s'est fait d'autant plus facilement que les promoteurs ont pu vendre, c'est le mot juste, vendre l'âme de Mélan à travers l'urbanisme qu'ils ont fait. Il s'agit d'un urbanisme à la parcelle qui n'a pas fait de mutation contrôlée sur l'ensemble d'un quartier, par exemple, sans maîtrise publique. Et c'est d'autant plus grave qu'on a oublié tout l'aspect environnemental dans l'urbanisme. Et aujourd'hui, beaucoup de Mélanais sont extrêmement choqués par cet urbanisme qui apparaît comme trop bétonné. Voilà. Et les élus, y compris vous, Madame Ours, quand vous étiez déléguée à l'environnement, vous avez accepté dans cette majorité des projets qui ne respectent pas les équilibres écologiques de notre ville. Nous sommes une ville avec une histoire formidable. Nous avons eu les premiers écoquartiers, on ne les appelait même pas comme ça. Voilà, on a les béalières, les buclos qui se sont construits avec une intégration fondamentale entre l'écologie et l'urbanisme. Ça a été vrai pour l'habitat, mais ça a été vrai aussi lors de la création de la technopole InnoValley. La matière grise dans un écrin vert, c'était le leitmotiv des gens qui ont construit toujours la municipalité Gilet, qui a construit InnoValley. Et ça, cette âme-là, nous l'avons perdue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? D'autres écoquartiers? Eh bien, oui, il faut revenir à la pointe. Mélan a été à la pointe. Mélan a été vu de toute la France comme un lieu avant-gardiste sur l'urbanisme, sur l'écologie, sur les trams vertes, les trams bleues. Et ça, nous l'avons perdu ce dernier mandat principalement. Puisqu'avant, avant la 2012, les documents d'urbanisme ne permettaient pas de faire évoluer Mélan et c'était une bonne chose. Nous avons libéralisé ceci et les élus en charge, y compris surtout ceux de l'environnement et de l'écologie, mais malgré leur credo aujourd'hui dans cela, n'ont pas fait l'effort qu'il fallait pour qu'au moment du permis de construire, les négociations puissent permettre la présence de la nature. Donc, nous voulons retrouver une technopole. Nous voulons inviter la métropole à investir dans notre technopole pour retrouver cette matière grise dans un écrin vert. Nous voulons que les nouvelles constructions prennent parfaitement en compte les défis d'aujourd'hui de notre société. Et cela passe par des écoquartiers, c'est-à-dire une démarche intégrative à la fois écologique mais aussi sociale. Plus de logements sociaux aussi? Les logements sociaux, effectivement, on pourra en parler. L'urbanisme a peut-être été mis en place aussi pour faire des logements sociaux parce que pendant des années, nous n'avons pas voulu respecter la loi française qui demandait qu'on ait un certain nombre, la loi SRU 2001, qui demandait que nous ayons un certain nombre de logements sociaux. Nous avons été négligents sur cette loi. Aujourd'hui, nous avons près de 900 logements sociaux en retard et nous sommes toujours tenus à la même loi. Et
aujourd'hui, il faut faire face à ce problème. Donc, nous avons une difficulté où l'âme... Vous allez tous donner votre avis sur ce sujet. Je vois, c'est bien. Non, nous avons troublé, perdu notre âme. On aura un cours pendant une demi-heure et on ne pourra pas en placer une. Et Vous c'est très inquiétez bien. pas. C'est très bien. Non, Comme vous êtes d'accord avec quand moi, ça commence bien, ça finit très mal, comme d'habitude. Jean-Claude Perrin, est-ce que vous avez vendu l'âme de Mélan? Mais bien sûr que non. Ce que j'admire chez Philippe Cardin, c'est que ça commence en général assez bien. J'observe d'ailleurs que finalement, il a changé de discours parce qu'il vient de s'apercevoir, en lisant sans doute mon programme, parce qu'il l'avait oublié ou mal vécu, que donc ce qui s'est passé en termes de désurbanisation, c'est-à-dire de diminution de la population, de la baisse démographique, explique le fait qu'on ait été amené à construire. Mais ça, nous l'avons fait dans le cadre de règles, dans le cadre du plan local de l'habitat, avec des préconisations qui sont devenues excessives. On nous demande de construire beaucoup sur Mélan, certes pour respecter la loi, mais surtout pour faire en sorte de respecter la doxa qui vient de la métropole. Et à ce moment-là, Philippe Cardin vote le PLH. Mais non, mais nous, on vote contre. À la métropole, ils votent le PLH. 170 logements par an. C'est la loi. Non, la loi, elle fixe pas 170 logements par an à Mélan. C'est la métropole qui nous fixe ça. Et c'est vos amis. C'est vos amis. La loi fixe le pourcentage de logements sociaux. Je signale que cela a été aggravé par Madame Duflot en 2013, décembre 2013, quand elle est passée de 20 à 25%. Non. Vous êtes en train de parler de loi votée au Parlement français. La loi donne le pourcentage de logements sociaux. Lorsque nous sommes arrivés en 2001, il y avait 10% de logements sociaux. Aujourd'hui, il y en a 16% dans la commune. C'est qui, compte tenu de l'absence... Pardon ? 16,05 exactement. Absolument. J'ai les mêmes chiffres. Ça vous étonnera Tant pas. mieux. N'est-ce pas? Vous êtes au moins d'accord sur une chose, c'est bien. Oui, c'est une des rares choses sur lesquelles on sera d'accord. Donc ça montre très bien que nous avons fait notre travail avec un foncier extrêmement contraint, parce que la doctrine que M. Cardin nous prêche depuis 2008, c'est reconstruire la ville sur la ville en augmentant considérablement le nombre de logements sociaux. Finalement, la politique de la métropole. M. Cardin se fait élire en voulant nous faire la politique de Grenoble. Voilà ce que vous aurez avec M. Cardin. La politique de Grenoble, la politique de M. Piolle et la politique de M. Ferrari en termes d'urbanisation. Voilà, pour qu'on comprenne bien, Philippe Cardin siège dans la majorité à la métropole, donc c'est pour ça que vous êtes dans la minorité à Mélan et dans la majorité. Il a voté, contrôlez les votes, contrôlez les votes. On va voilà, Joël Ours et puis après ce qui Monsieur Blanc. concerne cette question d'urbanisation. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut construire, c'est une ville viable. C'est ça. Il faut être sans dogme. Et une ville viable, une ville viable, c'est une ville. Je vous ai pas interrompu, Monsieur Cardin. Je vous le demande. Il ne faut pas vous énerver comme vous le faites toujours au Conseil municipal. Je vous demande seulement. Est-ce que c'est ce que vous avez fait quand vous aviez la délégation à l'environnement? Parce que c'est avec la délégation à l'environnement qu'on vote le PLH. Je suis en train de vous dire, Monsieur Cardin, c'est avec la délégation à l'environnement qu'on a une politique environnementale communale. On va laisser Joël Ours terminer. Monsieur Cardin, l'idée, c'est de faire en sorte que nos Mélan soit vivable. Et pour être vivable, il faut un équilibre entre le bâti et le non bâti. Nous avons actuellement 35 mètres carrés d'espace vert par habitant. Quand Saint-Égrève en a 20, quand Grenoble en a 12. Donc cet équilibre de vie, cet équilibre, nous devons le maintenir. Et pour le maintenir, lorsque vous votez le plan local de l'urbanisme au Conseil communautaire, un plan local de l'urbanisme qui est empreint d'un dogme d'une densification quantitative, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut passer de cette logique quantitative à une logique qualitative. Bien sûr qu'il faut construire, mais il faut construire pourquoi? Pour avoir de l'attractivité, il faut construire pour pouvoir amener les jeunes à venir à Mélan, parce que le foncier est tel à Mélan que c'est pas facile d'amener des jeunes. Donc, disons-nous, que peut-on faire pour améliorer l'attractivité mélanaise? Eh bien, il faut rajeunir. Vous savez qu'à Mélan, on a 34% des Mélanais qui sont au-delà de 60 ans. Donc, comment nous pourrions faire en sortant de cette logique purement dogmatique et quantitative que vous soutenez au niveau de la métropole, comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer à autre chose? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr, cette logique qualitative que je propose, c'est ce que je voterai quand je serai conseiller communautaire, c'est ce que je voterai, c'est de sortir de ce PLH complètement quantitatif
et de proposer, par exemple, pour accueillir des jeunes, nous avons aujourd'hui des outils. Nous avons des outils comme le PSLA, le prêt social locatif à l'accession. Nous avons des outils comme le bail réel solidaire. Nous avons des outils comme d'ailleurs le bail réel libre. Eh bien, avec ces outils-là, donnons envie aux jeunes, donnons la possibilité d'avoir un équilibre intergénérationnel et social. Oui, il faut amener les jeunes à venir à Mélan. Oui, il faut amener les jeunes qui ont des difficultés financières. Eh bien, il y a d'autres façons d'avoir de l'attractivité mélanaise. Passons d'une logique quantitative à qualitative. Faisons en sorte que Mélan soit attractif. Et l'attractivité de Mélan, c'est sa respiration. L'attractivité de Mélan, ce sont ses services de proximité, c'est l'excellence éducative, c'est l'excellence culturelle. Eh bien, là, nous pourrons avoir de l'attractivité. Mais si vous voulez refaire une densification quantitative excessive, comme ça a été fait dans les années 70, comme ça a été fait dans certains quartiers de Grenoble, eh bien, on ghettoise et on ne fait que déplacer les problèmes. Alors, donc ça, c'est ma conception de l'urbanisation. J'espère que j'aurai le droit de Alors, on va répondre. d'abord donner la parole à Jean-Philippe Blanc, qui la demande depuis un petit moment sur cette question de l'urbanisme. Comment vous faites pour attirer plus d'habitants à Mélan? Alors, aujourd'hui, je vais vous dire, nous sommes 17 528 habitants. Donc, précisément. Donc, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis maire de Mélan, c'est que l'urbanisation telle qu'il était fait, était certes fait à la parcelle, et là, je rejoins M. Philippe Cardin sur ce domaine, tout simplement, le fait d'avoir... Non, le fait d'avoir des bâtiments les uns à côté des autres faits par des promoteurs différents sans unité d'ensemble me paraissait pas une bonne idée. Donc, Monsieur Blanc. Pardon ? Là-dessus, je vous rejoins, Monsieur Blanc. Ben, merci bien. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai freiné un petit peu l'urbanisation de façon à pouvoir acquérir un certain nombre de terrains pour pouvoir être pilote de cette future urbanisation. Et ça, c'est extrêmement important, tel qu'on l'a fait, par exemple, en rachetant récemment Dolphin Intégration, de façon à faire un ensemble sur un îlot complet. Après, j'ai travaillé effectivement sur un projet de cœur de ville. Un projet de cœur de ville qui va de la Société Générale jusqu'à Malachénor pour qu'on ait une réflexion globale sur le bâti qui devrait être mis sur ces différents espaces. Il est hors de question de créer des bars soviétiques et mon objectif à moi n'est pas de monter à 18 000, 19 000, 20 000 habitants. En fait, ce n'est pas une fin en soi, tout ça. Il faut garder un environnement qui corresponde à ce que les Mélanais souhaitent, c'est-à-dire d'avoir des espaces de verdure, et c'est là où l'environnement rejoint totalement l'urbanisation. On ne peut pas construire sans réfléchir en même temps à des endroits où l'on puisse mettre de la végétalisation de façon à être toujours dans une ville-parc telle qu'on l'apprécie aujourd'hui sur Mélan. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai des propositions aussi sur l'environnement pour pouvoir, par exemple, j'en donne un au hasard, pouvoir reboiser l'ensemble des espaces inconstructibles, qui peuvent l'être, bien évidemment, avec des essences qui puissent supporter la chaleur, de façon à ce que les Mélanais puissent se déplacer et puis profiter de ces parcs. Alors après, de quelle forme? Est-ce que ce seront des forêts? Est-ce que ce seront des aires de jeu pour enfants? Ou au contraire, des parcs agréables pour se promener? Donc tout ça sera défini avec les habitants. Alors un environnement qui plaît beaucoup aux Mélanais, et pas que, c'est le Clos des Capucins. Oui. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Qu'est-ce que vous proposez de faire au Clos des Capucins? On garde cet endroit-là? Alors cet endroit-là, d'ailleurs, on s'est engagé, enfin les différentes municipalités qui m'ont précédé se sont engagées à le garder intact, c'est-à-dire sans aucune construction, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et mon objectif, c'est d'en faire un office culturel de Mélan. On a perdu l'Hexagone qui est passé à la métropole, donc c'est la meilleure solution, c'est d'en faire un office culturel, de façon à ce que tous les Mélanais puissent monter au Clos des Capucins. On s'aperçoit que 50% des Mélanais qui sont venus voir l'exposition Arcabas n'étaient jamais montés au Clos des Capucins. C'est quand même dommage quand on voit le spectacle que l'on a dans la prairie, c'est à faire. Donc on va continuer à rénover progressivement
le Clos des Capucins en fonction des finances que nous aurons à la commune, donc en ouvrant de nouvelles salles qui existent aujourd'hui, mais qui sont dans un état de décrépitude avancée. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'effondrer, mais on ne peut pas les offrir au public. Donc, ça demande des investissements importants, et c'est dans ce cadre-là que l'on va continuer à investir sur cet équipement très particulier, culturel, qui est le Clos des Capucins, pour recevoir l'ensemble des associations. Alors pourquoi ce joyau de notre patrimoine naturel, pourquoi devant un tel joyau décider de supprimer le poste de gardien des Capucins? Il y a quelque chose là qui m'échappe. Nous avons une possibilité de rayonnement avec ce bâtiment emblématique qui est l'âme de Mélan. Le protéger, c'est déjà mettre un gardien en permanence sur le site. Alors, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement du Clos des Capucins, Madame Ours. Je vais vous l'expliquer Visiblement, beaucoup clairement. de Mélanais n'ont pas compris le fonctionnement. Vous avez sur le site de la ville, ainsi que dans Mélan-ma-ville, une explication du fonctionnement du Clos des Capucins. Il faut le lire. Je l'ai eu, cette explication. Donc, toutes les décisions que je prends sur la commune de Mélan sont partagées avec les élus et aussi avec les responsables des services. On n'a pas partagé. Avec quels élus on n'a rien avec partagé. les élus de ma majorité. Et, s'il vous plaît, je termine quand même, si vous voulez avoir une explication. Allez-y, il faut que je puisse terminer. C'est comme d'habitude. Et avec les responsables des services de la commune. Ça n'est jamais fait unilatéralement de ma part. Alors, Donc Jean-Claude Perrin. pourquoi enlever un gardien? Un gardien, une seule personne ne peut pas garder un parc de 4 hectares, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est totalement impossible. Il existe un service à la commune de Mélan pour ça. Quant à la sécurité du Clos des Capucins, elle ne relève pas du gardien. D'ailleurs, c'est un terme impropre. Ça devrait être plutôt appelé un régisseur. Mais la sécurité relève de la police municipale. Et ça, je peux vous dire qu'elle passe régulièrement et que c'est elle qui arrête éventuellement des petits délinquants. S'il vous plaît. Très rapidement. Très rapidement. Trois phrases rapides. D'abord, on n'a pas perdu 1 mètre carré d'espace vert depuis 20 ans sur la commune de Mélan. Alors le discours sur on est en train de bétoniser, on met du béton partout. Voilà, on n'a pas perdu 1 mètre carré d'espace vert depuis 20 ans sur la commune de Mélan et on est en train d'en regagner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à destination de Mme Ours, elle a oublié de citer l'accession sociale à la propriété dans les outils pour favoriser le parcours résidentiel, ce que nous faisons depuis 10 ans et nous avons été la première commune de la métropole à le faire. Parce qu'on assiste à quelque chose qui est assez extraordinaire ici, c'est que quand ça arrange ces mesdames et ces messieurs, ils revendiquent le bilan, et quand ça les dérange, ils ne le revendiquent pas. C'est un bel exercice d'équilibrisme auquel on est en train d'assister. Pour les Capucins, là, je suis désolé, mais comme dans d'autres domaines, on observe quand même un syndrome grave qui atteint Jean-Philippe Blanc, c'est une dissociation entre les paroles et les actes. Parce qu'il nous raconte une histoire qui ne correspond pas à ce qu'il fait. Bon, en réalité, nous avons fait une pétition pour essayer de faire revenir un gardiennage sur le Clos des Capucins. Nous avons recueilli 2000 signatures. Nous avons apporté cette pétition à la mairie. Bon, c'est devenu ce que ça devient quand on fait quelque chose de ce genre-là, c'est-à-dire que c'est passé aux oubliettes parce que ça n'a pas intéressé Monsieur Blanc. Et nous avons, nous, un projet pour le Clos des Capucins, c'est d'en faire des véritables capucins artistiques, mais ça nécessite d'avoir du gardiennage, ça nécessite d'avoir une organisation. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la désorganisation qui est en train de se faire actuellement, on reconstruira, faire et défaire. Donc on voit bien que la méthode compte. On voit bien que la méthode compte quand, de façon unilatérale, vous prenez des décisions concernant les Capucins, les mêmes décisions concernant les tennis. Eh bien, vous mettez le feu partout dans la ville. Absolument. C'est la raison pour laquelle nos programmes, ils sont ce qu'ils sont, avec des différences, mais la méthode, ce pourquoi j'insiste, la méthode, une nouvelle gouvernance avec de la démocratie participative, c'est-à-dire mettre autour de la table des personnes pour pouvoir éviter ces décisions unilatérales, ça permet d'éviter de mettre le feu partout. Donc il y aurait eu, par exemple sur les tennis, une concertation. Mais c'est un mensonge, c'est ce que j'ai fait, de mettre autour de la table les unions de quartier,
j'ai mis les élus autour de la table. Je vous ai même interrogé, Madame Ours, pour vous dire, est-ce que c'est un projet que l'on continue à travailler au sein de la commune? Vous m'avez répondu oui. Et nous en sommes là. Rien n'est fait. Concernant le tennis, rien n'est fait. Concernant les tennis, vous étiez présent lors de... mais vous avez certainement oublié, parce que nous sommes en partagé. Voilà, on va essayer d'avancer. Monsieur Cardin était là. On va essayer d'avancer un petit peu avec un... Là, vous venez d'avoir une séquence de la majorité où on s'est battu sur les tennis, on s'est battu sur... Ça, c'est des règlements de compte internes et moi, je ne vais pas y participer. Pas du tout. Ce que je voudrais souligner, c'est quand même un élément important. Je veux quand même répondre sur les attaques métropolitaines qui ont été faites. Madame Ours, il y a quand même une méconnaissance du fonctionnement de la métropole. À la métropole, les PLUI, les PLH, tous les plans, en fait, sont faits par les exécutifs. Exécutifs dont vous faisiez partie. Et quand moi, je dis mon avis à la métropole, eh bien, les services de la métropole, comme les élus de la métropole, disent c'est pas vous, Monsieur Cardin, conseiller métropolitain, vous n'êtes pas membre de l'exécutif mélanais, c'est pas vous qui décidez. Et ils ont raison, c'est à l'exécutif de décider. Donc, les objectifs PLH et la manière dont le PLUI a été construit à la métropole, elle a été faite par l'exécutif. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut arrêter de dire à Mélan, parce qu'on le dit depuis 2001, et c'est grave, il faut arrêter de dire tous nos mots, c'est la métropole. La métropole, c'est nous. Moi, j'ai pas dit ça. Vous dites que la métropole est dogmatique. Et la métropole, c'est nous. Nous avons à y jouer notre rôle. Et il ne faut pas rejeter sur la métropole le fait que nous avons choisi l'urbanisme. Le PLUI, il est en vigueur sur la métropole depuis le 28 janvier 2020. Oui, alors, qu'est-ce que ça change ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui a été construit, tout ce que nous avons sous les yeux, viennent des documents d'urbanisme et des permis de construire signés par l'exécutif mélanais actuel. Dernier point que je veux souligner, c'est que nous avons, pour ce qui concerne le PLUI, Marie-Odile Novelli a fait une contribution considérable sur l'environnement, 48 propositions, la plus grosse contribution au PLUI qui a permis la construction de l'OAP paysage et biodiversité, et ça, c'est une vraie contribution. Et ça a été pris en compte dans le PLUI, ça améliore qualitativement le PLUI, ça nous donne le pouvoir de négociation que nous aurons demain quand nous serons élus. Alors, j'aime bien. Alors, on va faire avancer un petit peu le débat. On va parler d'une compétence qui n'est pas encore peut-être une compétence de la métro, c'est la sécurité publique. Alors, Mélan, on a souvent l'habitude de dire que Mélan a une image plutôt positive dans ce domaine. Il se trouve que ces dernières années, la commune a quand même dû subir un incendie volontaire d'un gymnase, d'une bibliothèque, ça c'était en 2016, de la gendarmerie en octobre 2017, le meurtre d'un jeune homme en juillet 2018 à la sortie d'une discothèque, le Phénix. Voilà quelques faits divers qui sont venus rappeler qu'aucune commune n'est épargnée par l'insécurité. Jean-Claude Perrin. Oui, quelles sont vos propositions dans ce domaine? On va essayer de donner un petit peu de temps de parole à tout le monde. Donc je vous demanderai de ne pas être trop long. Non, mais très bien. On ne reviendra donc pas sur le PLU et sur le PLH qui a voté M. Cardin avec sa majorité. Si vous voulez qu'on puisse parler de la sécurité publique et d'autres sujets, il faut faire des choix. Ceci étant, sur la sécurité... Monsieur Cardin, sur la sécurité, il est vrai que nous avons depuis quelques années une augmentation de l'atteinte aux biens, des vols, pour le prendre, et de l'atteinte aux personnes. Vous avez cité des exemples. Il y a eu beaucoup plus d'incendies que vous n'en avez cité. 2 cocktails Molotov sur l'hôtel de police, un gymnase, une ancienne école, plusieurs fois la bibliothèque, enfin, etc. Tout ça sur un fond de trafic de drogue, il faut quand même le dire, ça existe. Alors, nous avons mis en place au fil des années, moi j'assume un certain nombre de choses, et même l'ensemble, enfin, en tout cas sur le plan des projets qu'on a pu mener collectivement, des systèmes donc avec la vidéoprotection. Je n'ai pas senti un enthousiasme de M. Cardin sur la vidéoprotection quand on a décidé de l'installer. C'est même peu dire. Nous avons donc bientôt, on a pris beaucoup de retard depuis 3 ans, mais nous aurons bientôt 100 objectifs donc, sur la commune. Il faut relancer ce programme de vidéoprotection pour protéger l'ensemble des quartiers de la commune et l'ensemble des voies d'accès. La deuxième chose, c'est qu'il faut renforcer la police municipale. Il y a actuellement 8 équivalents temps plein. Il faut passer à 10 dans un premier temps, au-delà dans un deuxième temps, de façon à pouvoir surveiller, par parenthèse, les écrans de vidéoprotection, de façon à ce qu'on puisse en temps réel intervenir quand c'est nécessaire. Il faut aussi pouvoir organiser des rondes
aux endroits et au moment où c'est important de notre police municipale, en accord et en coordination avec la gendarmerie. Il faut relancer le système de vigilance citoyenne qui est tombé un peu à l'eau ces dernières années. Dans chaque quartier, des citoyens vigilants qui peuvent alerter la police ou la gendarmerie quand ils observent des choses qui ne sont, en préservant bien sûr l'intimité des gens. Hein. C'est pas de la délation. Simplement, quand vous voyez quelqu'un qui rôde et qui passe par la fenêtre à 11h du soir, en montant sur les balcons, a priori, c'est pas quelqu'un qui a perdu sa clé, vous voyez. Hein, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'immeuble d'en face. Donc, numéro pour pouvoir appeler la police, la gendarmerie. Il faut relancer les médiations de nuit, comme nous l'avons fait. Bref, tout un système à remettre en place. Relancer ce qu'on appelle le CLSPD, le comité de lutte et de prévention contre la délinquance. Alors que là, généreusement, le maire en place a décidé de le réunir une fois par an. Très bien. Et en plus, pour arriver à siéger dans les commissions, c'est compliqué. Mais voilà, donc tout ça, il faut le faire. Tout ça, il faut le faire, il faut le relancer. Nous l'avions commencé, nous n'avons pas pu le terminer, nous le poursuivrons de nouveau. Je m'arrête. Jean-Philippe Blanc. Pour une fois qu'on est dans le concret. On va vous redonner la parole. Juste sur je crois que vous êtes d'accord aussi sur un deuxième point, c'est que vous aussi, vous trouvez que la police municipale n'est pas assez nombreuse sur Mélan. Alors, quand je suis arrivé, il ne restait plus que 3 policiers municipaux sur la commune de Mélan. 8 postes. Donc, pardon 8 postes. Non, il restait 3 policiers municipaux physiquement sur la commune de Mélan. Donc Là, il a fallu... Non, Monsieur Perrin, si vous me laissez pas parler, on va pas y arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un petit peu les statuts de la police municipale, entre autres en revalorisant les primes qui leur étaient octroyées, de façon à me retrouver dans à peu près à la moyenne de ce qui existe dans l'agglomération grenobloise, puisque nous avions systématiquement des policiers municipaux qui venaient sur la commune, mais qui trouvaient un meilleur salaire au bout de 6 mois sur une autre commune de l'agglomération et qui partaient. Donc c'était un puits sans fin qui était renouvelé. Aujourd'hui, ils ont à peu près le même salaire que les autres policiers. Donc nous sommes à 8 policiers municipaux et bien évidemment, j'ai souhaité monter à 10. Quant à la vidéoprotection, je tiens à en parler. Nous avons peut-être pris un petit peu de retard. Et qu'est-ce qui reste à faire? C'est uniquement le Haut-Mélan. Le Haut-Mélan, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je ne veux pas, c'est que l'on fasse par 2 fois une tranchée dans le sol, une fois pour faire passer des câbles électriques de Enedis et une seconde fois pour la vidéoprotection. Ça coûte quand même 80 000 € que les habitants auraient à payer en supplément. On va le faire en une seule fois. Bon, certes, Enedis tarde à prendre ses décisions, mais ça va être fait d'ici la fin 2020. Donc ça, c'est important. Ensuite, on parlait de comment améliorer cette vidéoprotection. J'ai proposé, et c'est en cours d'installation, c'est que la gendarmerie qui existe à l'allée des Frênes puisse avoir un poste de contrôle pour pouvoir elle-même aussi visionner les images pendant que leurs personnels sont en opération sur le terrain. Donc ça, c'est très important pour eux. Alors la délinquance, M. Perrin a raison de le dire, elle a augmenté à Mélan, mais comme dans toute l'agglomération grenobloise. La vidéoprotection a permis de résoudre à peu près 50% des affaires sur la commune en quelques heures, voire en quelques jours. Alors qu'avant, il fallait des semaines, voire des mois, avant de retrouver les coupables. Donc c'est une amélioration très importante. Le CLSPD, je l'ai réuni 2 fois depuis que je suis élu, mais il y a des commissions qui se réunissent régulièrement pour étudier les solutions à mettre en place pour essayer de diminuer cette délinquance. C'est vrai qu'on on va pas faire des séances plénières 4 fois par an. Ça n'a aucun intérêt. Il y a des petits groupes de travail qui le font. Non. Mon avis. Non, justement pas. Justement pas. Le rôle du conseil du CLSPD est extrêmement important. Et s'il y avait des séances plénières beaucoup plus... on peut rappeler ce que c'est pour les téléspectateurs. Le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. Qui réunit des professionnels, des élus. C'est ça, qui met autour de la table. Et qui est hyper important. Et s'il y avait des réunions plénières un peu plus souvent, ce serait plus efficace. Parce qu'en termes de prévention,
ce CLSPD est très, très important, avec des personnes qui en font partie, qui sont très motivées. Et d'ailleurs, Monsieur Cardin, vous qui me disiez que c'est pas nous, c'est la métropole, par rapport à ça, pour vous dire que c'est bien nous et que je considère qu'il faut travailler avec la métropole, il existe un CLSPD métropolitain qui, pour le moment, est plutôt un peu une page blanche, qu'il faut le dire tel qu'il est. Eh bien, moi, j'espère que puisque c'était quand même un début de métropolisation, il faut le mettre en route. Mais j'espère qu'on travaillera avec un CLSPD métropolitain plus efficacement. Donc, il faut des synergies parce qu'il n'y a pas de frontière pour la délinquance. Donc, ce CLSPD, en termes de prévention, il est quand même au ralenti depuis un moment. C'est bien dommage. Par contre, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne la vidéoprotection, c'est un fonctionnement qui est extrêmement efficace, notamment pour l'élucidation. Et il faut développer le programme. Vous avez dit, Monsieur le maire, qu'il n'y avait plus que le Haut-Mélan. Il me semble qu'il y a Innovalet également. Oui, donc, il y a deux points d'ancrage sur Innovalet. Donc il faut terminer également avec Innovalet. Vous avez raison. Et même si la gauche, en 2014, n'était pas pour cette vidéoprotection, je crois qu'aujourd'hui... Je crois que vous dépassiez la gauche et la droite. Maintenant, je suis devenu la gauche. Non, Monsieur Cardin, je peux dire Monsieur Cardin. En termes de... Monsieur Cardin, en termes de vidéoprotection, je pense que même ceux qui n'étaient pas d'accord pour la vidéoprotection en 2014, aujourd'hui, considère que c'est un élément de prévention et de sécurisation important. Alors Philippe Cardin, puisque justement la vidéoprotection n'est pas un outil plébiscité, je vous pose simplement une question, n'est pas un outil en général plébiscité par les écologistes, vous, quelle est votre position là-dessus ? Eh bien, nous, au moment de faire les investissements, c'est 1 million d'euros d'investissements qui ont été faits en 2014. Nous pensions que ces investissements pourraient être différents. Donc nous avons milité pour avoir d'autres investissements. En particulier, pour faire cet investissement, nous avons arrêté l'emploi de 2 éducateurs de rue avec la PAZ qui a été arrêtée, etc. Donc il y avait d'autres manières de faire. Aujourd'hui, cette vidéosurveillance est en place. Nous regrettons que 6 ans après le vote, elle ne soit pas fonctionnelle. En revanche, elle a une certaine efficacité. Donc nous la maintiendrons. Et nous l'utiliserons telle qu'elle est utilisée par la gendarmerie aujourd'hui, c'est-à-dire pour résoudre a posteriori des cas difficiles comme les a décrits M. Blanc. Vous la maintenez, mais vous ne l'augmentez pas. Nous ne l'augmenterons pas, ou nous l'augmenterons si on trouve que c'est nécessaire, mais c'est une étude technique. Il n'y a pas de position dogmatique de notre part là-dessus. C'est plutôt l'efficacité. Et ce qui est visé dans la politique de sécurité, la tranquillité publique, c'est tout un bouquet de mesures qu'il faut prendre. Monsieur Perrin en a cité. J'ajouterais pour ma part que la police municipale doit être avant tout de proximité, c'est-à-dire être à la sortie des écoles. Ils ne le sont plus actuellement, parce que quand on est à la sortie des écoles, on connaît tous les enfants, et tous les enfants voient les policiers. Et ça, c'est un élément important, puisqu'ils grandissent en présence des policiers. On n'est pas dans un affrontement, une confrontation continuelle avec le policier. Le policier est quelqu'un normal dans la vie du quartier, quelqu'un à qui on peut s'adresser. C'est vrai aussi pour les habitants, parce que les habitants, aller à la police municipale, à la mairie, s'ils savent que chaque soir, à 16h20, à la sortie de l'école, ils peuvent rencontrer le policier, ils peuvent lui dire un petit mot en disant « j'ai remarqué ça, ça ». Et c'est des questions comme ça qu'il faut construire, à la fois la prévention, à la fois la sécurité, et la police municipale ne doit pas dupliquer la gendarmerie, elle doit se trouver au plus proche des habitants pour régler les problèmes de voisinage. Mais c'est ce qu'elle fait développer le partenariat entre gendarmerie et police municipale, donc, qui est excellent. Débat, non, on ne cherche pas à ce qu'il y ait de débat. Merci. Et l'objectif, c'est pas d'avoir débat. Je prends ça pour un compliment. Mais vous pouvez. C'est une preuve d'intelligence. Il y a que les gens qui n'en pas, qui ne changent pas d'avis. Bon, on vous mettra peut-être pas tous d'accord à l'issue de ce débat, mais c'était intéressant d'avoir ces échanges. On a passé plus d'1 heure ensemble. On va vous redonner la parole une dernière fois sous forme d'une petite carte blanche. S'il y a justement un sujet qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer au cours de ce débat, vous avez quelques minutes pour le faire. On démarre par l'ordre alphabétique inverse. Donc c'est vous, Jean-Claude Perrin, pour Mélan, qui avez la parole. Écoutez, je vous remercie. Moi, je voudrais qu'on parle de la vie des quartiers. On n'a pas du tout parlé du développement des quartiers mélanais. Mélan s'est développé par quartier. Et il est important, et mon programme comporte une partie importante pour continuer ce développement des quartiers. Je voudrais que dans chaque quartier,
et je le ferai si je suis élu, on développe un vrai projet de quartier en coopération avec la commune sur la réorganisation des espaces et des locaux communaux, sur l'aménagement urbain, sur les services de proximité. On fera un état des lieux des quartiers, parce qu'on a quand même des quartiers dont certains d'entre eux ont vieilli, avec des travaux de rénovation, un plan pluriannuel d'investissement, rénovation des quartiers, des aires de jeux d'enfants, et puis ces petites choses du quotidien qui améliorent la qualité de vie, c'est-à-dire des parcours promenades, des parcours sportifs, des aires de repos, des bancs, des espaces papotes, des toilettes publiques, des choses comme ça qui font que l'on peut s'arrêter et bien vivre dans les quartiers. Nous avons été amenés au fil des années à supprimer des jeux parce qu'ils étaient vandalisés. Nous remettrons des jeux sous surveillance vidéo. Il faudra encore acheter les caméras, M. Cardin. Voilà ce sur quoi je voudrais insister. Et pour conclure, puisque vous nous aviez dit qu'on avait que 2 minutes, je voudrais dire que c'est vrai que nous avons vécu un contexte compliqué pendant 6 ans et que nous n'avons peut-être pas donné assez d'énergie dans la puissance politique dans un certain nombre de dossiers, mais qui ne fait pas d'erreur. Mais c'est vrai que le contexte était compliqué. Moi, en ce sens, j'invite les Mélanais à lire notre programme, parce qu'en réalité, on n'a pas pu rentrer dans le détail des programmes. C'est toujours difficile. Plus qu'un programme, c'est une vraie feuille de route avec des engagements concrets, précis, dans tous les domaines de l'action publique communale. Nous sommes les seuls, quand je compare, à faire une campagne de propositions, de projets concrets, alors que d'autres restent dans les généralités. Si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on soit capable d'aller dans le détail. Écoutez, ce programme, nous en sommes fiers. C'est 16 pages de propositions extrêmement précises qui sont une véritable feuille de route. Si nous sommes élus en arrivant, on déchirera les pages une par une. Elles serviront de feuille de route aux adjoints, de feuille de route aux services, et nous travaillerons bien sûr avec l'ensemble des Mélanais. Notre liste qui allie expérience, compétences, dynamisme, pluralisme, vous propose de faire route avec nous pour les 6 ans qui viennent. Et là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Merci Jean-Claude Perrin. Joël Ours, votre carte blanche également pour la liste Sincèrement Mélan. Pour cette carte blanche, je veux m'adresser aux Mélanais. Je veux tout d'abord leur rappeler l'importance d'aller voter les 15 et 22 mars prochains pour élire l'équipe qui sera aux manettes pendant les 6 prochaines années. Et je compte sur les Mélanais pour se mobiliser comme ils le font toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont la Marianne d'Or. Je veux leur dire que je serai un maire de proximité, attentive à chacune et à chacun. Et ceux qui me connaissent, qui connaissent mes proches, mes étudiants, mes collègues, les Mélanais, avec lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger, le savent que c'est ma façon d'être, l'écoute et l'empathie étant les qualités indispensables pour être un bon maire. Je serai également le maire du rassemblement et de l'apaisement. Je travaillerai avec toutes les bonnes volontés, parce qu'un maire doit être capable de réunir, de fédérer au sein de l'équipe municipale en proposant une alternative. Vous pouvez nous faire confiance. Nous allons, avec mon équipe, mettre notre vision, nos valeurs d'intégrité et d'ouverture, notre énergie au service de tous les Mélanais. Et nous avons l'ambition de rendre aux Mélanais la fierté de vivre dans une ville qui montre l'exemple. Nous voulons que Mélan devienne une ville humaniste. Nous considérons que l'essentiel de la vitalité d'une commune réside d'abord dans son potentiel humain. L'humain sera donc au cœur des politiques et des projets que nous mènerons en concertation avec les Mélanais, car pour notre équipe Sincèrement Mélan, la citoyenneté active, c'est un état d'esprit. Nous avons l'énergie, les compétences et la méthode pour réussir ce mandat. Les finances de la ville permettent de réaliser notre projet sans augmenter les impôts. C'est donc le mandat durant lequel nous devrons réveiller la belle endormie. Et donc, dans 6 ans, notre mandat sera réuni à 3 conditions. Première condition, si un modèle de ville verte est résolument en développement. La nature dominera avec ses parcs tous sanctuarisés et aménagés, ses nombreux cheminements piétons, ses nombreux arbres plantés. Les déplacements, grâce aux bus à haut niveau de service, seront plus fluides. Des parkings relais seront installés et les dessertes du Haut-Mélan opérationnelles. Le cœur de ville accueillera un écoquartier, un maillage d'étudiants, de résidences seniors services et de jeunes familles, des commerces, des jardins collectifs. Deuxièmement,
Notre mandat. On avait dit 2 minutes. J'ai quand même Allez. pas beaucoup eu la parole. Non, vous avez un petit peu de retard, c'est vrai. J'ai du retard. Mais vous êtes en train de le combler. Notre mandat. Toujours désavantagés. Non, j'ai du retard. Notre mandat sera réussi si le bien vivre à tous les âges en sécurité est une réalité. Nous aurons un gymnase à énergie positive, de nouveaux équipements pour l'enfance et la petite enfance et une salle festive. La sécurité sera une réalité grâce à la prévention et le programme de vidéoprotection. Et Mélan sera un exemple en termes de repas bio local, prévention santé et intégration du handicap. Notre mandat, c'est ma conclusion, notre mandat sera réussi si l'attractivité de Mélan par la jeunesse, le sport, la culture, l'économie, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup parlé d'économie, et le commerce est reconnu dans la métropole. Notre mandat sera réussi si notre vision de faire de Mélan une ville écologiste, humaniste et innovante est devenue une réalité. Les Mélanais le méritent bien. Merci Joël Ours. Vous êtes dans la même minute que Jean-Claude Perrin. Donc voilà. Oui, au total. Au total, pas sur le conclusion. Mais ça permet de rééquilibrer un petit peu. C'est une façon de voir. Philippe Cardin, vous étiez vous un petit peu en avance. Donc vous aurez peut-être un petit peu moins de temps que Madame Ours. Je vais pas décliner l'ensemble de mon programme comme l'a fait. Je vais seulement donner 2 axes transverses à ce programme. Le premier axe transverse, c'est le partenariat avec la métropole. Il faut qu'à Mélan, on arrête cette politique en disant la métropole c'est eux ou la métropole c'est notre mal. La métropole c'est nous. Nous sommes des élus, c'est là-bas qu'il faut travailler. C'est un partenaire. Ce n'est pas un ennemi, c'est un partenaire. C'est la même chose avec les communes qui nous entourent. Donc l'intercommunalité, c'est aussi quelque chose d'important que moi je veux mettre en œuvre. Si je suis élu, j'irai négocier avec les équipes autour, j'irai négocier avec la métropole pour que la métropole puisse enfin faire les investissements qu'elle veut faire dans notre ville. Nous sommes la 5e ville de cette métropole. La métropole a besoin de nous. Nous sommes la 2e ville économique de cette métropole. La métropole a besoin de nous. Il faut qu'on travaille avec ça. Et le deuxième axe transverse de notre campagne, c'est celui sur l'accessibilité. Nous avons écrit ce programme en braille. Nous l'avons fait en langue parlée, en langue des signes. Nous l'avons fait en falque, facile à lire et à comprendre, puisque 1/5 des personnes qui vivent dans notre ville, comme 1/5 qui vivent en France, sont des personnes avec des difficultés, porteuses de handicap. Certaines se voient, certaines ne se voient pas. Et ces personnes, elles ont besoin de la proximité de la commune pour pouvoir vivre. C'est à nous de nous adapter à eux. Nous sommes en retard depuis très longtemps. Et nous avons voulu que notre campagne puisse aussi s'adresser à eux. Si nous sommes élus, nous aurons un plan communal du handicap qui pourra permettre à toutes ces personnes de continuer de vivre en société et d'avoir autour d'eux des professionnels, mais aussi des personnes qui seront à leur écoute et qui leur permettront de vivre correctement dans notre société. Voilà. Jean-Philippe Blanc, vous êtes maire aujourd'hui, mais votre liste, c'est Mélan demain. Votre carte blanche ? Alors ma carte blanche est la suivante. Je ne vais pas vous détailler toutes les propositions qui sont dans notre campagne. Je vais vous en détailler 2. La première, c'est que nous souhaitons construire un nouveau local multifonction qui pourra rassembler une crèche, la mairie et une résidence senior dans le même endroit, tout en y ajoutant bien évidemment la poste des commerces autour d'un lieu convivial. Ça, c'est extrêmement important, c'est qu'on puisse mettre en un même lieu un centre. Ça se situerait où ? Ça se situerait clairement sur le quartier Buclos-Grand-Pré. Il est hors de question de déposséder un quartier pour un autre. Il faut qu'on reste homogène sur le territoire mélanais. Et la deuxième chose, c'est de construire une nouvelle salle, ce qu'on pourrait appeler une salle des fêtes. C'est une nouvelle salle Décibeldon sur le Ténement Arte Park. C'est déjà en discussion qui permettrait d'avoir 300 places et de mutualiser les parkings, justement, avec ce projet immobilier Arte Park. Moi, je ne veux pas faire des propositions qui dépassent l'entendement. Nous avons un budget qui est relativement contraint. Je tiens à le rappeler. En 2001 et puis en 2014, si on regarde l'endettement de la commune, il se situait entre 20 et 25 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 millions d'euros. Donc, nous avons retrouvé des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre sont extrêmement importantes pour le mandat qui va arriver aujourd'hui.
Donc je tiens à le signaler de façon à ce que les Mélanais s'aperçoivent que nous avons fait une gestion extrêmement rigoureuse de nos finances publiques. On peut promettre un certain nombre d'investissements, mais pas tout et n'importe quoi. Très bien. 17 pour Jean-Philippe Blanc, 19 pour Joël Ours, 19 pour Jean-Claude Perrin et 21 pour Philippe Cardin. Ce n'est pas les notes, c'est le temps de parole que vous avez utilisé pendant cette émission. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu du débat. Bonne campagne à vous, puisqu'elle est encore quelques semaines sur le terrain. Marie-Caroline, aussi. Nous aussi, encore quelques semaines sur le terrain, oui. On se retrouvera tous les mardis et vendredis à 21h pour d'autres débats jusqu'à la mi-mars. Et puis évidemment, les 2 soirées électorales de la préfecture. Voilà, les 15 et 22 mars à partir de 19h30. Retrouvez-nous sur Télé Grenoble. On vous donne les premiers résultats, les premières réactions et même les dernières jusqu'à tard dans la nuit. On compte évidemment sur vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.